Peuple de YouTube, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De 1939 à 1945 se déroule le conflit le plus meurtrier de l'histoire, j'ai nommé la Seconde Guerre mondiale. Conflit d'ordre mondial, celui-ci va opposer les forces alliées composées en grande partie par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine aux troupes de l'Axe, c'est-à-dire l'Allemagne nazie, l'Italie et le Japon. Conflit qui fera plus de 65 millions de morts, la Seconde Guerre mondiale est un événement qui a fortement marqué les esprits, aussi bien du côté allié que du côté ennemi. À partir de 1940, la France va signer un armistice avec l'Allemagne nazie, ce qui va provoquer une occupation massive du territoire français. La guerre se termine en Europe le 8 mai 1945. Des années plus tard, alors que le conflit est terminé, cette époque de la Seconde Guerre mondiale a suscité l'intérêt de nombreux scénaristes et on a pu voir apparaître un florilège de films sur la guerre. En 2009 sort Inglourious Basterds, un film décalé sur la Seconde Guerre mondiale. Film produit par un de mes réalisateurs préférés, Quentin Tarantino. Au début du film, nous sommes en 1941. Dans une France envahie par l'Allemagne nazie, nous découvrons l'exploitation laitière de Pierre Lapadite. Arrive alors au loin une voiture qui transporte le colonel SS Hans Landa et quelques-uns de ses hommes. Voulant parler avec monsieur Lapadite, le colonel SS s'invite à l'intérieur de la propriété. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le génocide juif, plus connu sous le nom de la Shoah. Et oui, durant cette période, plus de 20 millions de juifs ont trouvé la mort. Et donc vous vous doutez bien que les familles juives ont tenté de se cacher des nazis. Et le colonel Landa est réputé pour trouver efficacement ces familles qui se cachent. Dans une scène où la tension est palpable, Pierre Lapadite avoue qu'effectivement, il cache une famille juive sous son plancher. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. Le colonel SS laisse donc entrer ses hommes, qui mitraillent le sol et tuent l'entièreté de la famille Dreyfus. Mais Shoshana Dreyfus, grande fille de 18 ans, réussit à survivre et à s'échapper. Scène suivante, nous sommes en 1944, 3 ans après le massacre de la famille Dreyfus. Nous retrouvons Shoshana qui est désormais propriétaire d'un petit cinéma au sein de Paris. Alors évidemment, elle a changé de nom pour celui d'Emmanuel Mimieux, ce qui sonne peut-être un peu moins hébraïque. Alors qu'Emmanuel s'occupe de la devanture de son cinéma, un soldat allemand s'arrête pour discuter avec elle parce que lui aussi il est fan de cinéma. Mais ce soldat n'est pas n'importe qui. Il s'agit du soldat Frédéric Zoller, véritable héros de guerre pour la nation allemande. Et voici pourquoi. Alors qu'il était pris au piège en haut d'un clocher lors d'une attaque des Alliés, le soldat Zoller va réussir à en tuer 300 à lui tout seul en 3 jours. Cet exploit va d'ailleurs inspirer Joseph Goebbels, ministre de la propagande allemande, à en faire un film. En parallèle de tout ça, nous découvrons le lieutenant Aldo Rain de l'armée américaine. Et sa mission est très simple, il faut exterminer le plus de nazis possible sur le territoire français. Et pour ce faire, il va composer une unité spéciale, appelée le commando des bâtards. Commando uniquement composé de soldats juifs. Histoire de rappeler les bonnes vieilles bases à tonton Adolphe. L'escouade des bâtards est donc déployée en France pour faire un massacre dans les troupes allemandes. Et je vous avoue de vous à moi, de moins à vous, que de voir des nazis se faire défoncer tout le long de ce film, pas forcément pour me déranger. Ils embauchent même un nouveau membre, Hugo Stiglitz. Ex-membre de la Wehrmacht, il a été condamné à mort pour avoir tué 13 officiers de la Waffen-SS. Fan de son travail, les bâtards décident de le libérer pour qu'il se joigne à eux. Donc vous voyez, les Alliés n'avaient rien contre les Allemands. Enfin, contre les Allemands rebelles du moins. Une actrice allemande, Bridget von Hammersmark, qui travaille en réalité en tant qu'espionne pour le gouvernement britannique, détient une information capitale. De ce fait, elle organise un rendez-vous avec le commando des bâtards pour leur donner cette information. Le rendez-vous va se dérouler dans une espèce de bar, dans une cave, ce qui est pas forcément très intelligent pour s'il faut se battre. Bah une grenade et tout le monde est mort. Et en plus de ça, ce soir-là, comme de par hasard, la cave est envahie de soldats nazis. Un des soldats fête la naissance de son fils et il a eu l'autorisation d'aller fêter ça avec ses amis. Mais, en plus de ce petit groupe de nazis, il y a un personnage en particulier, le major Hellstorm de la Gestapo. Et je trouve que cet acteur, il a une tête de fils de fille de joie, ce qui va parfaitement au personnage du coup. Donc les quelques membres du commando des bâtards s'étant déguisés se retrouvent en compagnie de l'espionne allemande, du petit groupe de nazis et du major de la Gestapo. Ça ne peut que finir mal. À cause d'une erreur de Hickox, le major de la Gestapo va griller l'affaire et tous vont mourir dans un bain de sang. Heureusement, von Hammersmark survit, seulement blessée à la jambe. Et je dis heureusement parce qu'elle détient peut-être l'information la plus importante de l'histoire. L'avant-première de La Fierté de la Nation, le film inspiré des exploits prétendument héroïques du soldat Zoller, va se dérouler dans un tout petit cinéma à Paris. Et toute la crème nazie va s'y retrouver. Et je vous parle pas des petits officiers. Non, non, là il va y avoir Joseph Goebbels, ministre de la propagande, Hermann Göring, président du Reichstag, et Adolf Hitler lui-même. Autrement dit, les 3 personnes à abattre pour mettre fin à la guerre. Le lieutenant Rain sait qu'il ne s'agit pas d'une occasion à manquer. Il faut donc mettre un plan sur pied. Et ce plan, ce sera l'opération Kino. Pour vous résumer, les bâtards restants vont faire péter le cinéma avec des explosifs. De son côté, Shoshana se dit la même chose. Je vais avoir tout plein de fils de filles de joie dans mon cinéma et genre moi je vais rien faire. Mais bien sûr. Et pour ça, elle dispose d'un moyen plutôt expéditif. À l'époque, les bobines de film étaient faites en nitrate, matériau super inflammable. Et Shoshana Dreyfus a une collection de plus de 300 films en nitrate. De quoi faire un beau feu de camp. Vous l'aurez compris, Shoshana va donc mettre le feu à son cinéma et faire griller toute cette bande de salopards
en même temps. Nous sommes désormais à l'avant-première de La fierté de la nation, mettant donc en scène les exploits du soldat Zoller. Sont présents comme prévu tous les hauts dirigeants du régime nazi. Mais aussi le colonel SS Hans Landa, qui s'occupe de la sécurité de la soirée. Sont également présents Bridget von Hammersmark, accompagnée de 3 bâtards dont le lieutenant Rain. J'adore prendre l'accent pour dire lieutenant Rain. Sinon je pourrais faire le lieutenant Rain. L'actrice a fait passer les bâtards pour un cascadeur italien accompagné de 2 caméramans. Et ils ont tous les 3 des explosifs attachés à leurs chevilles. Mais malheureusement, le colonel Landa ayant mené sa petite enquête, sait très bien ce qu'il se trame. Il fit donc arrêter Aldo Rain et tua de ses mains l'actrice allemande. Pour la petite anecdote, les mains qui étranglent Diane Kruger sont celles de Quentin Tarantino. Et il a vraiment étranglé, histoire d'avoir une réaction authentique à l'écran. Alors oui, on peut penser que c'est un peu extrême. Les 2 autres caméramans, eux, sont déjà installés dans la salle de cinéma. Et ne sont pour l'instant pas inquiétés. Ils ont toujours les explosifs attachés à leurs chevilles. En fait, s'ils sont toujours en place, c'est pour une bonne raison. Le colonel Landa en fait un plan pour s'assurer une petite retraite au soleil. Grâce à ses captifs, le SS va passer un accord avec le gouvernement américain. En contrepartie de sa petite villa au soleil, il va devoir placer les explosifs pile sous le siège du Führer. En même temps que tout cela, dans la salle de projection du cinéma, Shoshana met elle aussi son plan à exécution. Mais elle est rejointe par le soldat Zoller qui est tombé amoureux d'elle. Mais évidemment, Shoshana va jamais tomber amoureuse d'un nazi, eux qui ont détruit sa famille. Prise au dépourvu par le soldat, elle décide de lui tirer dessus. Mais avant de succomber à ses blessures, celui-ci va réussir à abattre Shoshana. Les 2 bâtards restants se mettent aussi en place juste au-dessus de la loge d'Adolf Hitler et de Joseph Goebbels, histoire de pas les louper. Hans Landa, quant à lui, se voit donc libre puisqu'il a accompli sa tâche. Mais le lieutenant Rain, sachant pertinemment que Landa va s'en sortir, décide de lui laisser un petit cadeau. Ainsi, le Troisième Reich s'écroula, non sans de nombreuses victimes. Alors qu'est-ce qui fait de ce film uchronique un si bon film? Alors pour ceux qui ne savent pas, uchronique ça veut dire prendre un élément du passé et le modifier pour avoir une fin alternative. En réalité, Adolf Hitler n'est pas mort dans un cinéma mais bien dans son bunker en Allemagne, pour ne citer qu'un exemple. Et donc ce qui fait de ce très bon film un bon film, ben c'est pas forcément son scénario, même s'il est plutôt pas mal. Non, pour moi cette fois-ci, c'est les personnages. Comme dans tous ses films, Tarantino a des personnages hauts en couleur. Commençons par le lieutenant Aldo Rain, chef du commando des bâtards. Il est surnommé Aldo l'Apache en raison de ses origines amérindiennes. Et de ce fait, petit clin d'œil plutôt sympa, il va demander à son escouade 100 scalps nazis chacun. Ce qui fait à peu près 800 scalps au total. Le lieutenant Rain est un personnage assez charismatique, avec un petit côté voyou. Et d'ailleurs, si on regarde un peu plus précisément son physique, on peut voir qu'il y a une espèce de cicatrice autour du cou. On peut donc penser qu'il a bien fait des bêtises avant de rejoindre l'armée. Cette petite cicatrice nous dit qu'il a survécu à un lynchage, une sentence infligée lors de la commission de certains crimes. Son côté rustique lui donne aussi un aspect assez humoristique. Par exemple, dans cette scène, il dit que c'est lui le meilleur en italien. Et quelques scènes plus tard... Arrivederci. 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 Ensuite, nous avons l'adjoint du lieutenant, le sergent Donny Donowitz. Alors lui, il rigole zéro. Ce qu'il kiffe faire, lui, c'est défoncer le crâne des nazis à coups de batte de baseball, comme s'il faisait des home runs sur un terrain. Il a d'ailleurs reçu le surnom de l'ours juif, et est souvent comparé à un golem à cause de sa carrure imposante et de sa violence hors du commun. C'est intéressant parce que dans son film, Tarantino inverse un peu les rôles. Il fait passer les Allemands pour des gentils, et je dis ça entre guillemets, et les bâtards pour les méchants. Bah oui, les bâtards tuent, ils scalpent, ils hésitent pas à tirer sur des civils, il y avait pas que des militaires dans la salle de cinéma. Alors que du côté allemand, on découvre un soldat amoureux, un autre qui fête la naissance de son fils. C'est assez intéressant de voir comment Tarantino arrive à nous faire éprouver des sentiments, voire même de la compassion pour des personnages qu'on sait foncièrement mauvais. Quand Frédéric Zoller meurt par exemple, j'ai ressenti un peu de peine. Non, je déconne, je pouvais pas le supporter. Ça reste un nazi quoi. Mais, le personnage le plus charismatique de ce film, c'est bien évidemment le colonel Hans Landa. Tout d'abord, le personnage est interprété par Christoph Waltz, très peu connu à l'époque, mais aujourd'hui beaucoup plus. On a pu le voir dans Django Unchained, Tarzan ou 007 Spectre. Et le choix de cet acteur autrichien n'est pas laissé au hasard. Parce qu'effectivement, il parle lui-même couramment l'italien, l'anglais, le français et l'allemand. Toutes des langues qu'on entend dans ce film. Et c'est Christoph Waltz lui-même qui fait le doublage. Si ça c'est pas impressionnant. Le film a eu 8 nominations aux Oscars, et Christoph Waltz a eu un Oscar pour meilleure interprétation dans un second rôle. Bon, bien joué Tata, tu choisis super bien tes acteurs. Maintenant, pourquoi Hans Landa est-il un si bon méchant? Pour répondre à cette question, nous allons nous pencher un peu plus sur la scène d'introduction du film. De premier abord, Hans Landa est quelqu'un de très poli, très carré et très propre sur lui. Il est subtil, cultivé et il n'a peur de rien. Quand il demande au fermier de lui dire le surnom que les Français lui donnent, il est droit, il fixe fermement son interlocuteur dans les yeux parce qu'il sait très bien que c'est lui qui mène la danse. De plus, il est parfaitement au courant de ses compétences. Il le dit lui-même qu'il est très fort pour retrouver les juifs qui se planquent. Très bon enquêteur, il mène ses interrogatoires en faisant avouer ses victimes, en les entraînant dans des cul-de-sac. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes.
Il est très fier de son surnom de chasseur de juifs, tout comme Aldo est fier d'être Aldo Lapache. Dans cette scène d'introduction, nous comprenons très bien de quel genre de personnage on a là. Quand il arrive, il tend sa main au fermier de façon à ce qu'il envahisse son espace vital. Il tend la main si loin pour prouver au ferrier qu'on est chez lui et que c'est lui qui maîtrise, pas de souci. Il veut mettre ses hôtes en confiance, il complimente les filles de la famille et le bon lait de l'exploitation. Tout pour mettre à l'aise. Mais en réalité, si on regarde attentivement, c'est bien Landa qui mène la danse. Quand il complimente les filles lapadites, il va vers celle qui correspond le plus à l'idéal à rien, Léa Seydoux qui est blonde aux yeux bleus. Ça par exemple, ça nous rappelle que c'est un nazi et qu'il est très bien ancré dans ses idéologies. Le colonel s'installe et Pierre demande à sa fille d'aller chercher du vin. Le colonel refuse en attrapant le poignet de la fille et il demande un verre de lait à la place. Vous vous doutez bien que si je le mentionne, c'est pour une bonne raison. En réalité, le colonel profite de cette occasion pour prendre le pouls de la jeune fille afin de voir si elle est stressée ou si la fille cache quelque chose. Et effectivement, la famille cache quelque chose. La famille Dreyfus sous le plancher. Et le colonel le sait très bien. Prétextant ne pas bien savoir parler français alors que depuis le début, il a aucun problème, il dit à Pierre Lapadite qu'ils vont passer en anglais pour ne pas écorcher la belle langue de Molière. Mais sournois comme il est, et en plus d'imposer ça au fermier, ce qui prouve qu'en fait, lui, il maîtrise rien du tout, il se doute bien que les juifs flanqués ne parlent pas un mot d'anglais. Et qu'ainsi les deux hommes vont pouvoir converser sans se faire comprendre. Il est malin, il est rusé, il est sournois. Et parfois même, il se fout de la gueule ouvertement des gens qu'il prennent pour un idiot. À l'avant-première de La Fierté de la Nation, il sait très bien que l'actrice allemande est en fait une espionne. Il lui demande ce qu'elle a fait pour avoir une blessure pareille à la jambe, et voilà ce qui se passe quand celle-ci lui sort une excuse bidon. Hans Landa a une maîtrise parfaite de sa personnalité. En plus de ça, il a des amis très haut placés, comme Joseph Goebbels, qui, je le rappelle, est ministre de la propagande. À l'époque, la propagande, c'était peut-être le truc le plus important. Il faut promouvoir le régime nazi. Et quand t'as cette position, bah t'es très bien placé, hein, t'es juste en dessous d'Hitler. Et en plein milieu du film, intervient cette scène. Shoshana se retrouve à table avec Goebbels, le soldat Zoller et connasse numéro 37, afin de discuter de l'avant-première du film qui se déroulera finalement dans le cinéma de Shoshana. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas, personne ne sait qu'elle est juive. Elle a changé d'identité et tout. Personne n'a grillé. Et là arrive bien sûr le colonel Landa, tueur de la famille Dreyfus, tueur de la famille de Shoshana. La tension commence à s'installer. Tout le monde quitte la table et là, petite main sur l'épaule pour dire pop pop, toi tu bouges pas d'un pouce Maros. Ils se retrouvent alors tous les deux et Landa leur commande un strudel aux pommes. Et il commence à la questionner sur son cinéma. Il commande également des boissons. Café serré. Et pour la demoiselle, un verre de lait. Nous en tant que spectateurs, la seule chose qu'on se demande c'est est-ce qu'il a reconnu ou pas. Et là, quand la tension est à son comble... Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ça ne devait pas être important. Mais putain, tu as reconnu ou pas, quoi, à un moment donné? En plus, dans une interview, Tarantino dit que c'est bien Landa le héros du film. Bah ouais, c'est lui qui a fait péter le cul à Hitler et qui a donc mis fin à la guerre. Et puis le mec, il gagne à la fin, quoi. Enfin, je veux dire, il a ce qu'il veut. Du coup, quand le lieutenant Rain lui fait cette petite croix gammée sur le front, à la satisfaction. Donc vous voyez, pour faire un bon film, il faut pas forcément qu'un bon scénario. Les personnages tout aussi héroïques, tout aussi mauvais sont-ils, sont très importants pour l'histoire. Et Tarantino, ça l'a très bien compris. Dans tous ses films, il y a des personnages hauts en couleur. Sans eux, on aurait juste des histoires sans saveur. Le cinéma fait vivre des gens. Nous, en tant que spectateurs, on peut s'identifier à des personnages. Pour certains, les personnages deviennent même des inspirations. Par contre, le premier qui me dit qu'il se reconnaît dans Hans Landa, il va avoir des problèmes.